Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour une partie d'Arkeis, le dernier jeu de Antoine Bozat, accompagné de Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, édité chez Ankama. Il est également à noter qu'il est illustré par Aurore Folny. La vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière puisque je ne vais pas vous proposer une partie de ce jeu qui se joue en campagne et donc sous forme d'épisode. Je ne vais pas vous proposer l'épisode 0 qui correspond au tutoriel, simplement parce que ce tutoriel, on l'a déjà vu sur de nombreuses chaînes YouTube. Il est sorti là depuis quelques temps et il inspire beaucoup a priori. Pour moi, la meilleure présentation, c'est celle d'Etrigan, qui a, comme à son habitude, fait une vidéo absolument parfaite, en vous proposant, en partageant une partie complète qui vous permet d'appréhender le jeu à travers son tutoriel. Ce que je vous propose de mon côté aujourd'hui, c'est une partie complète d'Arkeis, mais en utilisant la première extension du jeu qui est proposée, à savoir le joyau du culte. Et cette extension correspond dans la campagne à l'épisode 0.5. Ça veut dire que cette boîte comporte une aventure qui va s'insérer entre l'épisode 0, donc le tutoriel, et l'épisode 1 de la campagne d'Arkeis contenue dans la boîte de base. Alors évidemment, en faisant ça, je prends le risque de spoiler des éléments de cet épisode. J'en ai bien conscience et c'est pour ça que dans le titre de la vidéo, je vais indiquer par une balise qu'il y a un risque de spoil et que j'évoquerai régulièrement ce risque durant la vidéo en avertissant les moments qui pourraient poser problème pour ceux qui ne souhaitent pas prendre connaissance du contenu de cette boîte. Donc voilà, il faut bien noter cet aspect avant de visionner cette vidéo. Dans un premier temps, d'ailleurs, je vais ouvrir la boîte. Alors, ça va être rapide, hein, il n'y a pas 10 000 trucs dedans. Mais je vais ouvrir la boîte, on va consulter le journal d'expédition, etc. Donc, on va être très rapidement sur de la découverte du contenu du joyau du culte. Donc, sachez-le. On va passer au déroulement de la vidéo, qui va se dérouler en 2 temps. D'abord, je vais en 3 temps même. D'abord, je vais vous présenter le contenu de la boîte. Ensuite, nous procéderons à la mise en place de l'épisode 0.5 en suivant le déroulé indiqué dans le livret de règles, hein, bien sûr. Et puis dans un troisième temps, on se lancera dans la partie. Il y a des chances pour que je fasse qu'une seule vidéo. Non. Il y a des chances pour que je partage cette partie complète en 2 vidéos, simplement parce que ça me permet toujours, vous le savez maintenant, de préparer, de monter la vidéo et de la mettre en ligne plus rapidement. Voilà, puisque comme tout le monde, hein, mon temps est compté et que j'ai besoin d'assumer d'autres activités à côté de celles de la chaîne. Donc j'ai besoin, il est plus pratique pour moi de vous proposer des épisodes plus courts. On va tout de suite se lancer dans l'aventure d'Arkeis, le joyau du culte, et donc dans l'ouverture de cette boîte. Allez, c'est parti. Lorsqu'on ouvre la boîte de l'extension, on tombe d'abord sur un journal d'expédition annexe sur lequel apparaît la mention épisode 0.5, même 0,5 d'ailleurs. Et donc on sait que c'est grâce à ce journal que l'on va pouvoir installer le jeu. Ensuite, cette boîte contient, alors ce qui s'apparente à un plateau personnage, je l'ai volontairement retourné pour dévoiler le moins de choses possible à ceux qui ne veulent pas connaître les éléments contenus dans cette boîte. Donc voilà, sachez simplement que le verso de cette fiche est agrémenté d'un décor que je vais laisser en place. Et d'ailleurs, on voit que ce décor s'apparente curieusement à la couverture des archives du campement. Ok, donc c'est un premier élément intriguant dans la boîte. Donc je vais laisser cette pièce ici.
Ensuite, dans la boîte, on a une figurine, alors, sur laquelle on reviendra plus tard. On a un sac à dos. Donc on se doute que ce sac à dos correspond au personnage qui est représenté par cette figurine. Et puis on a un paquet de cartes. Même 2 paquets de cartes. Alors des petites cartes qui sont des cartes de compétences, je crois. On y reviendra plus tard. Et puis on a le paquet de cartes relatif à l'aventure. Je vais le sortir tout de suite et puis je vais l'ouvrir devant vous. Puisque je n'ai pas du tout joué cet épisode avant. Donc voilà, en fait, il va s'agir à la fois d'une partie complète, mais surtout d'une partie découverte. Donc voilà pour les cartes. Ok, donc là, maintenant je les ai déballées, on verra après comment s'en servir. Je vais maintenant reprendre le livret de règles d'Arkeis pour voir comment mettre en place un épisode. Alors, dans un premier temps, le livret nous dit planter le décor. Donc chaque épisode commence par la lecture du journal de la page correspondante. Ok, on va commencer par ça. Donc je prends le journal d'expédition annexe. Et là, attention, spoil, je vais l'ouvrir et on va découvrir le texte de présentation de l'épisode. Donc je le répète, attention, spoil. Je mettrai un chapitrage correspondant à ce moment pour que ceux qui souhaitent ne pas prendre connaissance du texte puissent sauter cette étape. Alors attention, j'ouvre le manuel. Journal d'expédition annexe. Le joyau du culte. Cela fait des semaines que vous étudiez scrupuleusement le carnet envoyé par Riyat afin de localiser cette civilisation oubliée, dissimulée là, sous le sable, sous vos yeux. Vous projetez à présent de survoler le périmètre à l'aide du Phileas afin de cartographier avec précision toute la zone. Le soleil est déjà haut, il est temps de vous hâter. Alors que l'embarquement s'achève, la silhouette d'un dromadaire se découpe au sommet d'une dune. Après de longues secondes à vous demander pourquoi la monture reste immobile, son cavalier s'écroule sous vos yeux et dévale toute la pente. Vous vous précipitez à son secours, mais l'homme a rendu l'âme. Le malheureux a l'allure d'un berbère fortuné et son corps est recouvert de tatouages. Ses nombreuses blessures indiquent qu'il fuyait quelqu'un ou quelque chose. Son poing renferme une boucle d'oreille d'or et de topaze qu'il vous est difficile de défaire de ses doigts raidis. Tout d'un coup, votre sang ne fait qu'un tour. Vous reconnaissez immédiatement le symbole qu'elle représente. Vous prévenez l'équipage que vous ne prendrez pas les airs aujourd'hui. Tandis que vous remontez la piste du cavalier, vous expliquez à vos camarades que le bijou s'apparente à un hiéroglyphe représenté dans le précieux carnet. Bientôt, vous et vos compagnons, vous tenez devant un bâtiment partiellement sablé. De loin, vous ne l'aviez même pas remarqué. Bien, c'est une boucle d'oreille, ce n'est pas un médaillon, comme je l'ai cru au départ. Alors, on poursuit la mise en place. Après la lecture, donc, dans le journal, une illustration vous indique comment installer le jeu. Placez les salles en les reliant entre elles par des portes, comme indiqué. Ok, alors toujours, donc là encore, attention, spoil de nouveau, puisque je vais tourner la page du journal pour découvrir la carte des lieux. Donc, mise en place, tous les joueurs placent leur figurine sur la case 1A. Donc, il va falloir que je récupère la case 1A, la case D, E, qu'on va devoir installer de cette manière. La case A, qui est une grande tuile, et la tuile B, qui est une tuile de 2. On voit qu'il y a pas mal de portes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir tout ça, et puis on va faire la mise en place de ces éléments ensemble. Voilà, j'ai rassemblé tout le matériel qui va composer le terrain. Donc, on a 5 portes. On va mettre en place. Une tuile cartonnée et puis 5 pièces, là, 5 boîtes en relief que l'on va disposer. Alors, si on regarde le plan, on voit que la case de départ est mise au milieu. Alors, est-ce que je vais avoir assez de place? Ça, c'est autre chose. Ok,
pièce de départ, un A, voilà. On va mettre le chiffre en haut, ici. Ensuite, on va placer au-dessus le grand plateau, le très grand plateau. Donc c'est un A avec le A en haut à droite. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, on voit le A ici en haut à droite. Donc celui-ci va être posé là-haut. Alors je vais mettre un peu de place. Voilà, les cartes, on va les mettre de côté. Alors j'avais déjà sorti certains éléments du jeu de base, à savoir les pions, destins, les pièces, les jetons égratignures que vous connaissez certainement. Mais on reviendra sur ces éléments de jeu ensuite. J'avais aussi sorti le journal expédition du jeu de base et les archives du campement, mais ces deux éléments ne vont pas être utilisés pour cette partie, donc je peux les remettre dans la boîte de base pour gagner un peu de place. Voilà, donc ça, on installe de cette manière. Ensuite, on va positionner la salle D. Alors la salle D, c'est celle-ci. Voilà, le D à droite qui vient se positionner comme ça sous la salle A. Je pense qu'on peut tout de suite mettre une porte. Oui, il y a une porte, c'est bien ça. Ici. Une porte ici également. Ensuite, on va installer la zone E. Voilà, toujours avec le en haut à droite. Qui vient comme ça. Ici, je mets la porte. Voilà, donc on est sur un espace de jeu quand même plus vaste que dans le tuto. Et enfin, on va poser la tuile, la zone de jeu B, ici, et le B doit être en bas à droite. Donc il va venir comme ça. Alors je vais être obligé d'enlever la boîte, le couvercle de l'extension là-bas pour nous faire de la place. Donc on va être sur un terrain beaucoup plus vaste. Vraiment. Et la particularité qu'on peut apercevoir sur le schéma, c'est qu'il y a une porte ici. Alors, je ne sais pas si ça va être une porte de sortie ou d'entrée. Toujours est-il qu'ici apparaît une porte. Je regarde, est-ce que j'ai bien tout? 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a bien nos 5 portes. Ensuite, on va disposer les différents jetons de fouille sur le plateau. Ça, je vais le faire hors caméra. Et je vais en profiter également pour installer les jetons qui indiquent que les portes sont verrouillées pour l'instant. Et je vous retrouve tout de suite. J'ai mis tous les jetons fouilles en place. Alors attention, ce jeton fouille là est un peu différent des autres puisqu'il est beaucoup plus petit. Donc il se peut que vous le cherchiez un moment si vous avez rassemblé comme moi les jetons par leur apparence, en fonction de leur apparence. Vous pouvez peut-être l'avoir mis dans des jetons un peu spéciaux. Du coup on le cherche un peu. Voilà, mais c'est un jeton fouille. Comme les autres, il doit être installé dans la salle comme prévu. Ça fait un plateau, on a 12 jetons fouilles, 5 portes avec leurs 5 verrous pour l'instant. Et on a terminé l'installation du terrain. On passe maintenant à la constitution du stock de jetons destin. Alors, moi je vais jouer avec 2 personnages, donc ce sont 25 jetons du destin qu'on doit stocker pour cette aventure. Les jetons destin agissant comme un espèce de chronomètre, je les ai mis en paquet de 5 pour suivre en fait
l'avancée et l'usure du stock pour pouvoir mieux gérer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, en termes d'installation, on est bien. Il va simplement me rester à mettre en place les éléments qui concernent les personnages. Alors, j'ai débuté la partie avec 2 personnages joueurs qui sont, pour le premier, Robert Pierce, donc qu'on sait âgé maintenant, et également Rebecca Clark, une aventurière renommée et intrépide. Donc je vais mettre en place tous leurs éléments, sachant que dans leur boîte, il y a déjà des petites choses que j'ai gagnées pendant le tutoriel, puisque en fait j'ai eu la chance d'arriver au bout du tutoriel et de connaître une issue favorable. Donc nos personnages bénéficient d'équipements et d'autres bonus qu'ils vont pouvoir utiliser peut-être dans cette partie. En tout cas, je pense que toute aide sera la bienvenue, parce que vu la configuration du plateau, je me dis qu'on est déjà en présence d'une toute autre aventure que celle proposée par le tutoriel. Voilà, nos personnages sont en place. Donc j'ai mis 2 jetons d'activation. Robert Pierce, lui, démarre toujours l'aventure avec 2 pièces, sachant qu'il en avait une en bonus après le tutoriel et qu'il a aussi un jeton destin dans son sac. Je pense que je les remettrai d'ailleurs à l'intérieur. Ça, ce sont les jetons d'activation de Rebecca. Elle avait récupéré lors de l'aventure précédente une trousse de soins. Donc je vais lui mettre dans la main pour l'instant et on verra si elle a à s'en servir. Par ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais Robert Pierce, lui, a trouvé un fouet. Également dans le tutoriel. Donc il est déjà très raccord avec ce qu'on a en représentation d'Indiana Jones. Alors, il n'y a qu'un truc que je ne sais pas, c'est si je dois lui mettre son chapeau d'aventurier. Ça, j'en sais rien du tout, parce qu'on a cette carte dans la boîte et je n'ai pas vu indiquer quelque part ce qu'on devait en faire. Est-ce qu'on doit la poser tout de suite et en équiper Robert Pierce, ce qui me paraît très logique au niveau thématique, mais je n'en suis pas certain, donc c'est vrai que je l'ai pas mise. Si vous cochez exactement une case du journal à la suite d'un lancer de dénonciation, cochez une autre case. Ouais, je sais pas si on peut l'utiliser. C'est pas du tout. Je la mets de côté pour le moment et puis on verra. Il faudrait que je regarde une nouvelle fois. J'ai dû passer à côté de l'info dans le livret de règles. Je vais également mettre près du plateau les cartes trauma qui peuvent servir, ainsi que les cartes adversaires qui peut-être surviendront lors de cette aventure. Enfin, eh bien, tout ce qui concerne un personnage éventuel supplémentaire reste dans la boîte. Pour le moment, je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Ce qui est sûr, c'est que là, on se trouve Rebecca et Robert face à l'entrée de ce site-là, qui nous est totalement inconnu et sur lequel on est un peu tombé de manière fortuite. Les 2 dernières étapes de l'installation consistent donc à répartir les cartes par type, les cartes de l'épisode, qui étaient du coup elles contenues dans la boîte de l'extension, sans les consulter, et enfin de désigner le premier joueur. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends un dé couleur émeraude que je lance et qui va me donner un résultat. Donc vous savez, j'ai oublié de désigner. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je relance du coup. Et on tombe sur 3, 1, 2, 3. Donc c'est Rebecca la première joueuse. Donc je vais mettre le dé vers elle. Ce qui nous indique aussi le tour de jeu. Alors voyons maintenant comment débute l'épisode dans le journal d'expédition. Donc attention, on va être face à un nouveau spoil potentiel. Donc je répète, attention, spoil potentiel, puisque je vais réouvrir le journal d'expédition pour voir de quoi il s'agit.
Donc d'abord, on a une feuillet d'exploration qui nous précise que dans cet épisode, chaque case du journal peut être cochée par 2 symboles différents. Voilà, donc là on voit, il y a les combinaisons qui correspondent à chaque case. Il n'y a pas de bonus verticaux, seuls des bonus horizontaux résultent du fait de cocher les cases, et il s'agira d'événements. Donc ça on verra après. Donc dans cet épisode, chaque case du journal peut être cochée par 2 symboles différents. Okay. Ces symboles sont indiqués en dessous de chaque colonne, comme on vient de le voir. Ensuite, alors là on passe tout de suite à l'épilogue, donc je pense que, eh bien, il n'y a rien d'autre en matière d'installation. On n'a pas besoin d'obtenir d'autres informations. La seule question, c'est que fait-on maintenant que nous sommes face à cette porte close qui, en bon aventurier, ne demande qu'à une chose, c'est qu'à s'ouvrir sous nos pas. Bien, donc j'ai pris mon petit crayon pour pouvoir cocher le journal d'expédition le cas échéant. Et donc, eh bien, il nous reste simplement à décider de ce qu'on va faire, sachant que c'est Rebecca qui démarre. Alors, je vais simplement ouvrir le livret de règles pour me souvenir des différentes actions possibles. Alors, on peut d'abord réaliser une action de fouille. On se rappelle également que l'action de fouille nous permet d'ouvrir une porte automatiquement. Après, les conséquences, c'est autre chose. Ensuite, on a l'action de mouvement, l'action de combat, l'action de support qui sont disponibles, sur lesquelles on reviendra durant la partie. Ok, donc là, premièrement, eh bien, oui, on va tenter d'ouvrir la porte. Alors, Rebecca n'est pas quelqu'un qui se pose 1000 questions, c'est une Américaine déterminée. Donc, Rebecca va dépenser une action, puisque les 3 premières étapes d'action ne vont avoir aucun effet ce tour, hein, puisqu'on n'a pas d'effet de début de tour à résoudre, ni d'effet de début de tour des adversaires. Réorganiser son équipement, on vient de le faire, donc on passe tout de suite à l'étape où on doit effectuer 2 actions. Donc je dépense une première action et Rebecca fait une fouille. Donc lorsqu'on effectue une fouille pour ouvrir une porte, eh bien simplement on va récupérer la carte qui correspond au symbole présent sur la porte et on va défausser le jeton de fouille qui verrouille la porte. Alors les cartes de fouille relatives aux portes sont là, donc je vais récupérer la carte. Alors c'est ce que j'aime dans ce jeu, en fait, la prise en main est immédiate. Là je relis les règles parce que je ne veux pas commettre d'impair puisqu'il s'agit d'une vidéo, mais sinon c'est assez instinctif. Donc je n'ai qu'à défausser ce jeton de fouille et on va prendre connaissance tout de suite de ce qui se passe. Alors, ce bâtiment vous apparaît comme le mélange parfait entre une oasis et un mirage. Vous serait-il bénéfique? Emporté par l'impatience, vous passez le seuil sans attendre. Mais le passage se referme sur vous et les scarabées mécaniques s'éveillent dans leur repos séculaire en un sinistre vrombissement métallique. Ok. Alors, conséquence de quoi? Eh bien donc, nous entrons dans la salle D, placez tous les explorateurs dans la salle D et retirez cette porte du jeu, carrément. Alors, tous les explorateurs rentrent dans la salle D. On a également 2 scarabées qui surgissent, dont on ne sait où, dans fractosité des murs, certainement. Un scarabée, 2 scarabées. Et retirer la porte du jeu. Donc en fait, cette porte n'est plus accessible, elle n'est ni ouverte, ni ouvrable par nos aventuriers. Par ailleurs, on nous dit prenez la carte correspondant à ce symbole. Alors, en effet, on a des cartes un petit peu particulières dans ce paquet de cartes qu'on n'a pas rencontré lors du tutoriel, qui sont voilà, des cartes avec un objet marron. Et donc là, on doit récupérer le symbole d'Horus correspondant à la porte.
c'est la dernière. Okay. Alors attention, hein, à partir de là où je dévoile des cartes, forcément, il y a des spoils à chaque fois. Profanateur, on connaît un petit peu, puisque on a déjà vu ça. À l'instant où la porte s'est refermée, un profond mal-être a émergé en vous. Vous n'êtes pas les bienvenus, et vous serez châtiés pour avoir souillé ce lieu sacré de votre présence. Prenez un jeton destin. Donc évidemment, quand on prend un jeton destin, on le prend de la réserve constituée pour l'épisode. Ensuite, alors cette carte correspond à une espèce de malédiction. D'ailleurs, je vais vous... Non, c'est une menace, voilà exactement. Ce type de carte représente une menace qui pèse sur le groupe. L'explorateur qui obtient cette carte la place au-dessus de sa fiche personnage à l'emplacement prévu. Le plus souvent, cette carte applique un effet négatif au début de tour de l'explorateur qui l'a devant lui. Elle impose au groupe de ne pas perdre de temps. Si un explorateur commence un épisode avec une carte menace devant lui, son effet ne s'applique pas au premier tour. Par contre, là, on nous dit quand même de prendre un jeton destin. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et puisque c'est Rebecca qui était la première joueuse, c'est elle qui va placer sa carte devant elle. Donc, ça nous donne aussi le turn order. Et voilà, on a déjà un jeton destin sur cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette carte ? Si un explorateur, alors au début de votre tour, lancez un dé de combat. Si vous obtenez un signe du destin, placez un jeton destin sur cette carte. Ok. Si un explorateur doit prendre un jeton destin alors que le stock est vide, prenez la carte avec ce symbole. D'accord. Donc à chaque tour, il y aura un lancer de dés de combat à faire. Alors les dés de combat sont les dés noirs à ce jeu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un sur la fiche de Rebecca pour y penser. Voilà. Donc c'était la première action de Rebecca. Elle a une seconde action, donc je vais dépenser son deuxième jeton. Et là, elle a le choix. Est-ce qu'elle fait un combat, un mouvement, une action support ou une autre action de fouille, sachant que il y a des choses à découvrir ici. Mais attention, si j'effectue une fouille alors qu'il y a des ennemis, je subirai des égratignures. Donc là, Rebecca, instinctivement, va combattre, sans plus attendre. Donc les actions de combat Arkeis, elles consistent à lancer 2 dés de combat et à en appliquer les effets. Mais auparavant, puisqu'on a un type d'adversaire avec nous dans la pièce, il va falloir qu'on tire une carte correspondant à ce type d'adversaire. Alors là, il s'agit de Scarabée. Donc on va mélanger toutes les cartes de Scarabée. Alors j'ai intégré dedans la version Elite des Scarabées. En espérant pas tomber dessus malgré tout, mais voilà, j'ai tout de suite intégré la version Elite dans le jeu. Alors attention, je vais prendre celle-ci. Et nous tombons sur... Non, c'est pas une version Elite. Ouf. Ok. Alors, puisque nous sommes tombés sur ce type de Scarabée, cette carte va s'appliquer à l'ensemble des ennemis. On n'a pas besoin de tirer plusieurs cartes. Alors, donc les Scarabées ont une blessure. Et donc Rebecca va attaquer en lançant immédiatement. Je vais plutôt mettre la carte des Scarabées ici. Voilà. Alors Rebecca va lancer le dé. Je prends ma piste de dés et c'est parti pour le combat. Des noirs. On y va. Alors Rebecca obtient de mauvais résultats, puisque ceux-ci correspondent aux effets suivants. Alors les coches vertes, elles permettent d'éliminer un scarabée, Le point d'interrogation, on en a obtenu un, nous permet d'éliminer un scarabée et de prendre une blessure pendant le combat. Donc on élimine tout de suite un scarabée. Okay. En revanche, Rebecca est blessée dans la bataille. Donc, je lui pose une égratignure ici. Et ce dé réalisé. Ensuite, il nous reste ce dé avec la croix rouge. La croix rouge correspond à l'effet indiqué sur la carte qui dit « Prenez une égratignure par scarabée sur votre carte ». Donc là, heureusement, il ne reste qu'un scarabée. Donc Rebecca
subit une nouvelle blessure. Voilà pour ce tour de combat. Alors, ce que je n'ai pas expliqué, mais vous le savez sans doute aussi, les effets s'appliquent dans l'ordre de la carte, c'est-à-dire qu'on applique d'abord les effets des coches, puis l'effet des points d'exclamation, puis l'effet des croix. La carte des scarabées indique également les effets si en leur présence on fait autre chose qu'un combat. Donc là, si on fouille ou si on se déplace. Par ailleurs, elle indique qu'il y a un effet de début de tour, donc il va falloir bien conserver pour ne pas l'oublier. Ça, c'est, je m'adresse à moi-même. Ok. On passe, donc le tour de Rebecca est fini puisqu'elle a fait ses deux actions. On passe maintenant à Pierce, témoin, à Pierce. Oui, c'est ça, à Pierce, à Robert Pierce, témoin de la scène, qui, malgré une envie aiguë d'explorer, ne va pas hésiter non plus à attaquer, puisqu'il voit bien que ces bestioles sont quand même assez agressives. Donc lui aussi va lancer 2 dés de combat. Et là, il obtient un point d'exclamation et un symbole destin. Quand on obtient un symbole destin à Arceis, on a le choix de prendre un jeton destin de la réserve et de le mettre dans le sac du personnage qui vient de faire l'action. Et en échange, on peut choisir la face du dé qui nous arrange. Dans le cas présent, dans la mesure où il reste uniquement un scarabée, je vais ignorer cette face. Donc il n'y a pas d'effet, je ne prends pas de jeton destin. En revanche, je vais appliquer l'effet, comme tout à l'heure, du point d'exclamation sur la carte. Donc cet effet est éliminer un scarabée et prenez une égratignure. J'élimine le scarabée, mais Robert est blessé également. Voilà. Alors oui, je vous ai dit qu'en début de partie, je vous ai dit que Robert avait 2 pièces plus une, puisqu'il l'avait gagné précédemment, sur sa carte. Ces pièces lui permettent, comme action particulière, de dépenser une pièce avant de faire un lancer de dés pour choisir une face de dés sur l'un des dés. Voilà, donc ça permet d'agir positivement sur les dés. Bon là, la menace n'était pas très forte, donc je n'ai pas utilisé cette capacité, mais toutefois, c'est une possibilité. Robert a effectué sa première action de combat. Il n'y a plus d'ennemis sur le site, donc il a le choix. Soit il procède à une fouille à partir de ce qu'il voit, là, il y a des espèces d'amphores, enfin des objets par terre, ou alors il va décider d'ouvrir une nouvelle porte. Moi, je me dis qu'ouvrir une nouvelle porte avec plus d'actions en réserve, c'est pas le bon plan. Donc, je vais plutôt procéder à une fouille. Et puis, c'est un peu l'instinct de Robert qui parle et qui le pousse à observer les objets qu'il a sous le nez. Bien, on va aller chercher l'objet correspondant. Donc là, c'est l'objet à la tête de serpent. Alors, je ne me souviens plus à quelle divinité ça correspond. Alors, attention, spoil, hein, de nouveau. De quoi s'agit-il? Oh là là, ah oui, événement. Je vous laisse apprécier les illustrations d'Aurore Folny. Moi, j'aime beaucoup, hein, personnellement. C'est vrai que les illustrateurs, aujourd'hui, font un travail formidable dans les jeux. Alors, événement. Cette urne funéraire vous laisse sans voix. À la fois sombre et sublime, elle ne laisse assurément pas indifférent. Elle doit avoir une grande valeur. Mais en l'ouvrant, ne risquez-vous pas de réveiller les morts? Vous décidez de l'ouvrir. Prenez la carte avec le signe de la croix de vie, sinon prenez la carte scarabée. Ah. Donc ça, c'est ma deuxième action. Est-ce que je l'ouvre ou est-ce que je ne l'ouvre pas? Dans tous les cas, il y a un effet. Alors, connaissant le tempérament de Robert, qui est curieux comme pas deux, je me demande si il ne va pas tenter de l'ouvrir. Après, il est curieux, mais il n'est pas fou. Donc, peut-être qu'il se dit, c'est pas le moment de l'ouvrir. Donc, ouais, on ne va pas l'ouvrir maintenant. Sinon, prenez la carte avec le symbole de scarabée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Au vu de cette trouvaille, Robert brûle de l'ouvrir, hein, bien sûr. Mais il se dit qu'il fera ça plus tard,
dans des circonstances qui s'y prêtent davantage. Donc, on va récupérer cette carte-là. On la retourne et on voit l'effet. Événement. Vous prenez soin d'observer les détails de l'urne, sans la toucher. Votre regard se perd un instant dans celui du visage sculpté, comme happé par le vide. Heureusement, un de vos compagnons vous sort de vos pensées. Prenez un jeton destin. Ok. Ok. Donc on est un peu hypnotisé, subjugué par cette trouvaille. Mais bon, à part agir sur le destin, il n'y a pas d'autres conséquences. Donc je défausse cette carte. Et je prends un jeton destin de la réserve. Alors attention, je vais peut-être le prendre de la pile que j'ai commencé pour pouvoir suivre. Voilà. C'est déjà le deuxième jeton destin que récupère Robert Pierce. Ok. Et on se souvient que Rebecca en a un également. Voilà. Puisque j'ai effectué la fouille, je vais défausser ce jeton de fouille. Il n'y a plus rien à trouver ici. Cette carte peut être défaussée aussi. J'ai un peu envie de la laisser. Ouais, ça va me gêner. C'est vrai qu'avec les illustrations, on a envie de laisser les cartes sur le plateau pour en profiter. Voilà, si je fais ça, peut-être. Ouais, je vais faire ça. Bon, je verrai. Si ça me dérange, après, pendant la partie, je les retirerai. Et voilà, en tout cas, on a joué cette fouille et on s'en sort plutôt pas mal. C'était la deuxième action de Robert, donc eh bien, le tour de jeu est terminé. Voyons ce que nous réserve la suite de l'aventure. Nouveau tour de jeu donc. Et cette fois, par contre, eh bien, on va appliquer l'ensemble des étapes du tour de jeu. Donc résoudre les effets de début de tour. On sait que la carte profanateur nous oblige à effectuer un jet de dés. Là, au début de votre tour, lancez un dé de combat. Si vous obtenez un signe destin, prenez un jeton du destin. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire ce jet avec un dé de combat. Non, c'est une coche verte, donc pas de signe du destin. Bien. Ensuite, on va réinitialiser nos plateaux. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai relu la capacité de Rebecca entre-temps qui lui permet de donner une de nos actions à un autre explorateur situé dans notre salle. Alors, ça peut être utile pour switcher avec d'autres capacités. Les capacités de Robert Pierce, eux, sont le fait de posséder les pièces et de pouvoir relancer les dés. Par ailleurs, si je lui donne une action, il peut aussi combattre et utiliser son fouet. Vous pouvez relancer une fois un dé lors de votre jet de combat. Donc, on voit que déjà, il y a une espèce d'effet combinatoire à penser de conjugaison des talents lorsqu'on joue à plusieurs joueurs. Donc ça, c'est un aspect qui est réfléchi par Antoine Bozin et que je trouve d'ores et déjà intéressant. Et on voit que du coup, eh bien, on découvre une dimension nouvelle dans le jeu. C'est cette interaction entre les joueurs. Ok, donc second tour. Donc Rebecca avec Robert sont toujours dans la pièce. C'est à Rebecca de jouer. Ce qu'elle va faire, elle va faire une fouille. Alors, le truc, c'est qu'ils font face à deux portes. La porte qui donne à l'ouest et la porte qui donne au nord. Je me dis que la porte qui donne à l'ouest est quand même peut-être moins risquée parce qu'il y a moins d'objets. Et peut-être que ces objets pourront nous aider dans la suite de l'aventure. On n'est pas censé savoir véritablement, c'est un peu le défaut, je trouve. On n'est pas censé savoir ce qu'il y a derrière la porte, en vérité. Mais je pense que tactiquement, il est important de le prendre en compte. C'est pas très thématique, mais pour autant, il faut pouvoir réfléchir à ce qu'on fait. Et c'est sûrement ce qu'ont voulu les auteurs, hein, d'ailleurs. Ok, donc là, plutôt Rebecca va s'approcher de cette porte-là et va effectuer une nouvelle action de fouille en dépensant un point d'action. Voilà qui est fait. Donc un
point d'action, eh bien, on retire ce jeton. Donc, c'est le jeton de fouille de porte avec la tête de serpent. Il me suffit alors d'aller chercher cette carte. Alors, attention, spoil, puisque nous allons découvrir ce qui se cache derrière cette porte. Alors, je masque volontairement le bas de la carte pour limiter le spoil. Cette pièce semble abriter un bric-à-brac sans intérêt. Vous essayez de distinguer un quelconque objet de valeur dans cette pénombre, mais ne faites que vous prendre les pieds dans ce fatras. Ce qui ne manque pas d'éveiller quelques scarabées qui, à la lueur de votre torche, tournent leurs antennes articulées vers vous avant d'actionner leurs mandibules. Ok, donc là on a encore 2 scarabées qui surgissent. Il y en a partout, hein, les scarabées. Je pense qu'on va être embêté pendant toute la partie. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que lorsque on est dans une pièce et qu'on élimine tous les adversaires, on ne remet pas la carte dans le tas, on la retourne. Et cette carte sera valable toute la partie pour les adversaires de ce type. Donc là, les scarabées qui surgissent dans cette pièce sont du même type que les précédents. Donc on va simplement retourner cette carte. C'est un destin qu'on connaît bien maintenant. Donc on sait qu'on a un effet de début de tour. On connaît les différentes conséquences. Donc Rebecca, eh bien, comme tout à l'heure, ne va pas hésiter une seconde et se jette à l'attaque de nos adversaires. Cela dit, non, puisqu'elle n'est pas dans la pièce. Je dis une bêtise. Et il n'est pas précisé que l'aventurier, l'explorateur, rentre dans la pièce. Donc, non, elle ne va pas se précipiter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si on ne se précipite pas, on ne peut pas agir. Par contre, si on se précipite, eh bien, on risque de prendre une égratignure par scarabée sur votre case. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce que pour pouvoir combattre les scarabées, il faut être sur leur case, hein, impérativement. Donc là, si je me lance dans cette pièce, eh bien j'aurai 4 égratignures. J'aurai 4 égratignures. Est-ce que c'est grave? Non, mais c'est le tempérament de Rebecca, elle va avancer. Puis, à la limite, ça nous permettra de voir les conséquences. Donc, puisque je me suis déplacé sur une case où il y a des adversaires, je sais que je prends, comme indiqué sur la carte, une égratignure par scarabée sur ma case. Ce qui signifie que Rebecca subit 2 nouvelles blessures. Elle totalise donc 4 blessures, autant que son nombre de points de résistance. Du coup, ça n'a pas encore de conséquences. Par contre, si elle reprend une égratignure, on verra que ça pourra avoir une conséquence sur sa santé et son état. Le tour de Rebecca est terminé. On passe au tour de Pierce. Alors, Pierce n'a pas trop le choix, il va dépenser une action pour se déplacer. Mais même tarif pour Pierce. C'est-à-dire qu'il rentre dans la pièce, mais là, les deux scarabées l'attaquent. Donc, il se prend évidemment deux égratignures. Là, on sent déjà la patte d'Antoine Bozin. On a l'habitude, avec Ghost Story ou Oltré, que nos personnages, quand même, ramassent pas mal pendant les parties. Ce qui n'était pas trop le cas dans le tutoriel, mais là, on voit que déjà, c'est pas du tout la même chose. On est au 2e tour de jeu. Rebecca est quasiment au tapis, alors que Pierce, lui, est en bonne voie également. Ensuite, c'est sa 2e action, il va attaquer. Il va attaquer, mais il va attaquer en ayant en main son fouet, cette fois. Ce qui peut-être l'avantager. Alors, est-ce que j'attaque en dépensant une pièce? Oui, je vais dépenser une pièce. Du coup, de cette manière, Robert peut choisir la face d'un dé.
Donc il va choisir une coche, forcément, et il me reste un dé à jeter. Et on obtient une deuxième coche. Ce qui fait que grâce à son habileté et son expérience, Pierce parvient à éliminer les deux crabes, les deux scarabées. C'est la fin de son tour. Donc, puisque les scarabées ont été éliminés, on retourne la carte, ce qui sous-entend que leurs effets ne s'appliquent pas. Leurs effets de début de tour notamment. Voilà, c'est la fin du tour. Donc on a réussi à rentrer dans cette pièce tant bien que mal, en se défendant. On n'est pas en super forme, mais on peut quand même aborder le tour avec une relative confiance. Nouveau tour donc. On sait qu'à chaque nouveau tour, à cause de cette menace de profanateur, on doit jeter un dé. Et là, ce qui se passe évidemment, c'est qu'on obtient un symbole destin qui oblige Rebecca à poser un jeton destin sur la carte. Donc là, il nous reste 22 jetons destin sur 25. Alors, par rapport au tutoriel qui nous donnait au début un stock de 15 jetons destin, on peut se dire qu'on a le temps. Mais je ne sais pas pourquoi, je me dis que ce temps nous est très compté quand même. Surtout vu la dimension de l'exploration qui nous attend. Alors là, en réfléchissant à voix haute, je me dis aussi qu'il ne faut pas essayer d'effectuer toutes les fouilles. Parce que sinon, on va se retrouver rapidement bloqué. Et la conséquence, c'est qu'on risque d'obtenir le résultat de cet épisode comme un effet défavorable, comme une issue défavorable. Donc ça, on va peut-être éviter. Bon, maintenant qu'on est dans cette pièce, on va quand même fouiller. Alors, ce qui m'intrigue forcément, c'est ce petit jeton de fouille. Mais avant ça, donc, on va finir de réinitialiser le tour. Donc, puisque j'ai effectué ce jet-là, c'est bon. Il n'y a pas d'effet de tour lié aux adversaires, puisque les scarabées ont été vaincus. Donc, on peut passer... Alors, organisation des équipements, ce n'est pas utile. Par contre, Rebecca passe à ses actions. C'est sa première action. Et elle va tout de suite fouiller. Alors, lequel elle va fouiller? Alors là, il y a un hôtel. Mais je vais le garder pour Robert Pierce, qui est quand même expert en la matière. Et elle va venir regarder ce petit objet-là. Ok, donc elle fouille ici. Donc je défausse ce jeton de fouille. Alors attention, il est tout petit. Il ne faut pas le perdre. Je vais chercher la carte. Voilà. Donc attention, spoil. Et on voit ce qui se passe. C'est un événement. Dans cet amoncellement, vous mettez la main sur un obscur parchemin. Il ne sera pas chose aisée de le déchiffrer. Lancez 5 dés d'investigation et cochez le journal, en ne comptant que les faces de torche. Si vous avez au moins un symbole journal, prenez la carte marron là, avec le symbole de Russe dessus. Ok, donc on trouve un parchemin qu'on est incapable de déchiffrer, mais on va quand même essayer en lançant 5 dés d'investigation. Ok, alors ouais, vraiment là, j'ai déjà la sensation que le jeu nous propose bien autre chose que ce qui a été dévoilé dans le film. Vraiment, c'est très très différent. La tension est beaucoup plus palpable, les enjeux paraissent beaucoup plus conséquents. Personnellement, j'aime beaucoup parce qu'on conserve quand même la fluidité, comme dans les autres jeux d'Antoine Bozat. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une face journal, une face échec, 2 faces torche, et ce qui est intéressant, une face destin. La face destin peut être manipulée de la même manière que sur les dés de combat, c'est-à-dire que je peux prendre un jeton dans la réserve des jetons destin et choisir la face de dés. Alors, que nous disait la carte? Lancer 5 dés d'investigation et cocher le journal en ne comptant que les faces torche. Alors, il faut qu'on aille chercher le journal. Ok, donc là, il n'y a plus de spoil. Alors, le journal. Alors, ce qu'il y a, on n'a pas forcément intérêt
à récupérer un nouveau symbole torche. Par contre, un symbole différent peut nous être utile. Du coup, est-ce qu'on joue cette phase destin? Là-haut, par exemple, on a déjà le symbole torche et le symbole, enfin le couple torche et journal. Pour cocher cette case du haut et déclencher un événement, enfin il se rapprochait du premier événement. On peut également utiliser cette phase destin pour dévoiler une face engrenage comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, on va tenter le coup, puisqu'on fouille, c'est pas pour rien. Donc, eh bien, ce jeton destin est utilisé par Rebecca, donc c'est elle qui le prend cette fois. Je le mets sur sa fiche. Enfin, je le mets pas sur la carte, là, c'est différent. Donc, elle effectue sa deuxième action. Et elle change la face du dé pour obtenir cette combinaison torche-engrenage. Puisque j'ai obtenu ces deux paires de symboles, je peux cocher, faire deux coches sur le journal. Alors moi je coche au crayon, mais je coche quand même sur le journal parce que j'ai envie d'utiliser le matériel à plein. Je sais que par exemple les Freegan détestent ça, donc lui il photocopie pour ne pas abîmer le matériel. C'est une possibilité également que vous avez, hein, parce qu'il y a assez peu de pages finalement dans ce journal d'expédition, donc ça se fait très facilement. Voilà, vous pouvez même faire une photo et puis après cocher ça en PDF, enfin il y a plein de solutions. Moi j'utilise le matos. Là, eh bien, on a réussi à cocher deux cases déjà, c'est bien. Par ailleurs, la carte nous disait également que dans le cas où on obtenait une face journal, on pouvait récupérer une carte particulière. Donc je pense qu'on arrive à déchiffrer le parchemin. On va voir ça tout de suite. Je vais défausser cette carte et on va aller chercher la carte correspondante. Alors attention, spoil, 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 puisqu'on va peut-être pouvoir déchiffrer ce parchemin. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça. Je me suis trompé de couleur. Ah, je me suis peut-être trompé de couleur. J'ai pris le marron, c'est peut-être du violet. Alors, comme je suis un peu dans la pénombre... Ah oui, c'est du violet. Ok. Donc, je répète, hein, attention, spoil. Ouh. Plan. Donc, c'est une carte objet équipement. Pendant l'épisode MEMA, vous pouvez vous déplacer d'une case supplémentaire lorsque vous faites une action de mouvement. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, comme j'ai les plans du site en fait. On vient de trouver les plans du site. Génial. Ah, donc ça c'est bien parce que du coup ça donne du sens au fait que la map soit déjà visible. Ah, j'aime beaucoup. Donc qui c'est qui a trouvé ça? C'est Rebecca. Eh bien elle va s'en équiper immédiatement. Ce qui fait que lors d'un mouvement, elle peut se déplacer d'une case supplémentaire lorsque vous faites une action mouvement. Ok. Ça peut servir en effet, notamment dans ces grandes pièces-là. Bien. Bah, c'est pas mal. Donc en effet, hein, ce petit jeton de fouille était très particulier. Ça met fin aux actions de Rebecca. On va pouvoir passer aux actions de Robert maintenant. L'ami Robert Pierce, que vas-tu faire? Alors, il te reste un pion fouille, ça va être difficile de résister. Donc allez, t'effectues une fouille. Ne te retiens pas. Donc, on va récupérer ce jeton. Donc, il voit un hôtel, manifestement, qui attire son attention avec le symbole d'Osiris dessus. Hein, c'est ça, je crois. Alors, merci de me confirmer dans vos commentaires hein, si je choisis, enfin, si j'intitule correctement les symboles, parce que j'ai toujours le doute. Et donc, ouais, on avait quoi comme carte? On avait Osiris et puis l'œil, là. Ok. Donc, attention, spoil de nouveau. C'est un nouvel événement. Sous un amas de draperies rongées par les temps, un coffre étrangement intact semble renfermer une douce aura lumineuse. Si les explorateurs situés dans cette case cumulent 4 jetons de destin ou plus dans leur sac à dos,
le coffre se désintègre dans une impressionnante explosion. Alors, combien on cumule de jetons destin dans notre sac à dos? Alors, ceux qui sont sur la carte ne comptent pas. Par contre, Rebecca en a 1 et Robert en a 2. Donc, on cumule 3 jetons destin. Donc, c'est bien inférieur à 4. Donc, il n'y a pas d'explosion. Sinon, lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. OK. Et prenez la carte. Alors, cette fois, c'est du violet avec le scarabée. Donc, on va lancer 2 dés d'investigation, quant à nous, puisqu'on a peu de jetons destin. Alors, ça montre aussi que, attention à cette gestion des jetons destin, il faut quand même pas trop se charger avec. Ce ne sont pas des décisions à prendre à la légère. On obtient 2 torches. Ok. Est-ce que dans le journal d'expédition, on a un symbole avec une double torche? Non. Donc, eh bien, on ne va pas pouvoir cocher de case. Dans cet épisode, chaque case du journal peut être cochée par 2 symboles différents. Alors, cela dit, c'est Pierce là qui a lancé. Ah oui, mais son foi lui permet de relancer un dé. Ouais, de relancer un dé de combat uniquement. Donc non, on ne va pas pouvoir cocher de cases dans le journal. Par contre, on va prendre la carte violette avec le symbole de scarabée. On n'a pas tout perdu. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Symbole de scarabée. Alors j'adore moi c'est vrai que Archaïs, pour quelqu'un qui est curieux, c'est juste c'est juste génial quoi, parce qu'on a envie d'aller toujours explorer plus loin, plus de choses, regarder ce qui se passe autour et tout. Alors attention, une nouvelle fois, spoil, je répète, spoil. Oh, c'est une amulette anti-scarabée. Génial. Donc c'est un équipement de type objet équipement, voilà. Vous pouvez ignorer le malus de fouille sur la fiche adversaire des scarabées. Ah d'accord. Ouais, ça n'empêche pas les scarabées de nous attaquer, mais par contre, quand on fouille, on n'est pas blessé. Par exemple, dans ce cas-là, prenez une égratignure par scarabée sur votre case quand on fouille, ce n'est pas le cas. On les éloigne grâce à cette amulette. Ah bah c'est assez génial. Bravo. En plus, l'objet est magnifique. Et on peut en équiper tout de suite Robert. Bon bah, ta curiosité est récompensée. Bien. Donc on voit que là, justement, le fait de ne pas trop avoir tiré sur le destin nous a permis d'obtenir un bonus. Deuxième action de Robert. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Robert? On a un petit peu vidé cette pièce, donc il va se déplacer d'une case. Alors, lui, il ne peut pas se déplacer de 2 cases. Hein. C'est Rebecca qui a le plan. Je ne crois pas que le plan permette de se déplacer de 2 cases pour l'ensemble. Vous pouvez vous déplacer d'une case supplémentaire. Ouais. Non, non. C'est juste pendant cet épisode et c'est également uniquement le possesseur du plan. Ok. Ah oui, je me suis trompé d'ailleurs, j'ai déplacé Rebecca, c'est Robert qui se déplace. Voilà. C'était sa deuxième action. On a la fin du tour, il n'y a pas d'autres effets. On a visité déjà cette première partie du bâtiment. C'est le moment aussi que je vais choisir pour mettre fin à ce premier épisode, simplement parce que, en réfléchissant, je me dis que j'ai envie de vous proposer ce partage rapidement. Donc, avoir un épisode assez court va me permettre de le monter et de le mettre en ligne quasiment dans la foulée. Comme petite conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas déçu. Hein, c'est que le joyau du culte qui nous propose un épisode intermédiaire entre 2 épisodes de la campagne, à savoir l'épisode 0 du tutoriel et le premier épisode véritable de l'histoire, contribue déjà à rehausser un petit peu le jeu. On voit que celui-ci est déjà plus dense, qu'il donne plus de profondeur aux actions que l'on peut avoir à effectuer.
Pourtant, on utilise toujours les mêmes actions, mais un petit peu comme dans Oltré notamment. On a toujours les mêmes actions, mais les effets produits sont très différents. Alors après, est-ce qu'on va pas se lasser de faire des fouilles, de voir ça? Je suis pas sûr parce qu'en fait, je me rends compte aussi qu'il y a pas mal de types de cartes différents. Donc, il y a les cartes événements. Je crois qu'elles correspondent aux cartes violettes, c'est ça? Ouais. Les cartes événements, ah non, vertes. On a des cartes événements vertes. On a des cartes objets. On a des cartes. Enfin, on a quand même pas mal de types de cartes différents. Là, on a des cartes portes. Ce qui fait que même si une action est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on fait une action de fouille, eh bien les effets peuvent être très différents. Et du coup, nous renvoyer à des découvertes, à des sensations de jeu variées. Et puis, ça contribue aussi thématiquement à un aspect narratif, puisque bah, on va de surprise en surprise, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage. Je mets fin à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cet épisode 0.5, le joyau du culte du jeu Arceis d'Antoine Boza. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Ciao!